Bonsoir, merci. C'est la deuxième année consécutive qu'Anticor a souhaité récompenser un travail de recherche sur les problématiques de corruption. Les connaissances académiques dans ce domaine restent encore trop succinctes, en particulier en France. Un grand champ d'exploration, et pas forcément offshore, est donc possible et c'est tout le sens qu'il faut donner à ce prix éthique de la recherche. Cette année, la thèse que nous avons souhaité mettre à l'honneur porte sur les flux financiers illicites dans le secteur des industries extractives. Ces industries, vous le savez, représentent un enjeu vital pour l'économie mondiale, tant pour les quelques pays producteurs que pour les pays consommateurs comme le nôtre. Elles concentrent des intérêts politiques, économiques, financiers, géopolitiques, technologiques, militaires ou encore juridiques. Et c'est de ça dont nous allons parler maintenant. Il s'agit d'un secteur éminemment stratégique, d'une grande technicité, d'une grande complexité, et qui suscite de fortes convoitises tant les profits qu'il génère sont conséquents. Voilà pourquoi ces industries fascinent autant. Les acteurs impliqués cultivent le secret des affaires, l'opacité et font preuve d'une ingéniosité sans commune mesure. L'auteur de cette thèse, et c'est la raison pour laquelle nous avons souhaité lui attribuer ce prix, nous aide justement à lever une partie de ce secret en décortiquant les pratiques illicites et les mécanismes leur permettant de faire perdurer les flux illicites. Plus exactement, l'auteur interroge le rôle du droit pour lutter contre les flux financiers illicites dans ce secteur. Les avancées juridiques de ces dernières années, qu'elles relèvent de la lutte contre la corruption, de la lutte contre l'évitement fiscal ou encore d'une transparence accrue sont réelles. Il ne s'agit pas de le nier. Elles n'ont toutefois pas, ces avancées, et il est essentiel de le souligner, permis de juguler les flux financiers illicites. Ainsi, l'Afrique perdrait entre 50 et 148 milliards de dollars annuellement de ce fait, soit l'équivalent du montant de l'aide au développement perçu chaque année par ce continent. Alors pourquoi ces flux financiers illicites demeurent-ils si florissants ? Le droit est-il, comme il le prétend, un adversaire de ces flux financiers illicites, ou en serait-il finalement devenu le complice ? C'est tout l'intérêt de ce travail de recherche que de proposer une plongée dans le fonctionnement de ce secteur opaque. Deux exemples mentionnés dans cette thèse. Le premier en République démocratique du Congo, dont on connaît les nombreux problèmes liés aux industries extractives. Des progrès en matière de transparence ont permis de constater que le propriétaire réel d'une entreprise, tenez-vous bien, l'entreprise s'appelle International Business Oil Society, n'était pas encore né au moment où il était censé en détenir les parts. Deuxième exemple, dans le pays voisin, le Congo-Brazzaville, la révision du Code des hydrocarbures de 2015 a ouvert une nouvelle brèche. Désormais, des entreprises sans aucune expérience dans le secteur pétrolier, mais ayant des liens étroits avec le gouvernement en place, on a mentionné la famille Sassou Nguesso tout à l'heure, des entreprises n'ayant aucun lien avec le pétrole pourraient désormais être sélectionnées pour mener ces explorations. En définitive, l'auteur démontre qu'un régime juridique élaboré et contraignant ne permet pas en soi de faire disparaître la corruption et l'évitement fiscal. Les entreprises, les agents publics, les innombrables intermédiaires, avocats, banquiers d'affaires, cabinets d'audit, font preuve d'une créativité sans limite. Holdings, trusts, prix de transfert, entreprises offshore, tous ces termes qui reviennent continuellement lorsqu'un nouveau scandale éclate, sont réunis et illustrent la complexité des mécanismes à l'œuvre. Alors pour tous ceux, et ils sont nombreux dans cette salle, qui souhaitent comprendre avec précision le fonctionnement de cet univers opaque, il ne nous reste qu'à vous conseiller de vous plonger dans ce travail de recherche inédit. La chercheuse que nous récompensons ce soir, en plus de son activité au sein de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, poursuit toujours sa contribution essentielle au développement des connaissances académiques dans des domaines tels que les flux financiers illicites, mais également la lutte contre le trafic d'espèces ou encore en menant des travaux sur la délinquance économique et financière. C'est donc avec un grand plaisir, Madame Sophie Lemaître, que nous vous remettons le prix Anticor de la recherche. Merci beaucoup. J'ai beau avoir travaillé pendant des années sur ce sujet, j'avais quand même besoin d'avoir quelques notes. Donc vous m'excuserez. Tout d'abord, je voudrais remercier Anticor de m'avoir décerné ce prix.
J'en suis très honorée, d'autant plus que cette association est en pointe dans la lutte contre la délinquance économique et financière. Et donc pour moi, de voir mes travaux ainsi reconnus par les experts de cette association est vraiment un grand honneur. J'ai réalisé mon doctorat en droit dans le cadre du convention industrielle de formation par la recherche, dénommée CIFRE, qui a été conclue entre l'Institut Ouest Droit et Europe de la faculté de droit de l'Université de Rennes 1 et l'association Sherpa. Le doctorat en CIFRE en fait, permet aux doctorants d'allier recherche et pratique et donc de réaliser leur doctorat au sein d'une structure en dehors de leur laboratoire. Comme Alexandre l'a indiqué, ma thèse porte sur les flux financiers licites, autrement dit la corruption, l'évitement fiscal et le blanchiment dans le secteur pétrolier, gazier et minier. En fait, je suis partie du constat suivant. Alors que depuis une vingtaine d'années, nous avons des instruments qui ont été adoptés qui visent à lutter contre les flux financiers licites, ceux-ci perdurent. La question est donc, pourquoi perdurent-ils ? Les recherches que j'ai menées et les entretiens que j'ai réalisés auprès d'entreprises, d'organisations de la société civile, de magistrats ou encore de députés m'ont permis de mettre en évidence l'utilisation habile du droit par certains acteurs dans le but de contourner les instruments adoptés. J'ai recensé une trentaine d'affaires qui touchent des entreprises et des agents publics à travers le monde. Ces affaires concernent des faits qui ont eu lieu entre 2007 et 2017. Alors pourquoi avoir choisi cette période ? Eh bien tout simplement parce que ça permet de montrer que les flux financiers illicites à l'heure actuelle perdurent, contrairement à l'argumentation développée par certains, mais surtout aussi que ces pratiques sont toujours aussi courantes. L'étude de ces dossiers m'a permis de démontrer que certains acteurs font preuve d'imagination et d'ingéniosité, comme cela a été dit, pour manipuler, contourner ou détourner les instruments qui ont été adoptés. Par exemple, les entreprises vont recruter l'entourage du ministre du Pétrole, c'est-à-dire des membres de sa famille ou ses partenaires en affaires, dans le but de s'assurer de l'appui de ce ministre. Alors vous me direz, pourquoi faire appel à l'entourage du ministre et non pas au ministre du Pétrole lui-même ? Eh bien tout simplement parce que l'entourage n'est pas compris dans la définition de l'infraction de corruption d'agents publics étrangers. Autre exemple, les offsets. Les conditions d'attribution et de mise en œuvre des offsets, c'est-à-dire des engagements sociétaux que les entreprises prennent à la demande des États, sont pas rendus publics. Donc ici, vous avez une opportunité de dissimuler de la corruption. Et dans ces cas-là, sous couvert d'offset, il est possible de construire un hôpital qui va être dirigé par le beau-frère du ministre qui a attribué le permis, de financer des infrastructures qui en fait n'existent pas, ou encore de faire des dons à des fondations qui sont étroitement liées à des agents publics. Ma recherche met ainsi en lumière les multiples jeux avec les règles, mais elle met aussi en évidence les outils juridiques qui sont utilisés pour perpétuer les flux financiers licites. De nombreuses constructions juridiques, et on l'a dit, on les connaît, comme les sociétés dites offshore, les trusts, les holdings, les fondations sont utilisées et sont privilégiées par les acteurs du secteur extractif pour perpétuer les pratiques illicites. Ces structures sont opaques, elles sont complexes, elles sont enregistrées dans de multiples pays et elles ont pour effet, elles s'abriquent les unes dans les autres et forment en fait une sorte d'énorme poupée russe, ce qui fait que c'est très difficile de pouvoir détecter les pratiques illicites et de pouvoir voir qu'il y a eu un acte de corruption ou de l'évitement fiscal. Mais la structuration des entreprises multinationales sur plusieurs niveaux avec des centaines de filiales, on parle pour certaines entreprises, vous avez par exemple Total qui a plus de 900 filiales, BP plus de 1200 filiales, ce qui est quand même assez considérable. En fait, ces structures d'entreprises sur plusieurs niveaux permettent aussi de faciliter les pratiques illicites et permettent aussi aux entreprises de diluer leurs responsabilités. Le rôle de ce que j'ai appelé les paradis de droit n'est pas non plus à négliger. Alors pourquoi j'ai appelé cela les paradis de droit ? Eh bien parce que cette expression reflète parfaitement l'idée que certains pays utilisent le droit, leur système juridique, pour offrir un certain nombre d'avantages, qu'ils soient fiscaux, judiciaires ou réglementaires. Et donc ces paradis, en fait, permettent aussi aux entreprises et aux agents publics de faire leur marché, de sélectionner les juridictions qui leur apportent le plus de choses possibles, qui répondent à leurs attentes et qui leur offrent la meilleure combinaison de règles possibles. Mais si certains acteurs sont en mesure de contourner les instruments adoptés, c'est grâce à l'appui et au savoir-faire juridique d'une multitude d'intermédiaires. On les a nommés, ce sont les cabinets d'audit et de conseil, les banques, les cabinets d'avocats. Ces derniers jouent un rôle fondamental en apportant leur expertise. Et les Paradise Papers l'ont par exemple montré
en dévoilant qu'un cabinet d'avocats aurait permis à des entreprises extractives de réduire leurs charges fiscales. Ces questionnements, il est important de le soulever, ne sont jamais abordés dans les facultés de droit. À aucun moment pendant mes études de droit international des affaires, et oui, j'ai fait du droit des affaires avant de me tourner vers la lutte contre les flux financiers illicites, donc à aucun moment nous n'avons parlé d'éthique, de morale, d'intérêt général. Et en fait, le droit nous est présenté comme une simple technique qui va servir le client sans penser aux conséquences que cela peut avoir. Enfin, mes travaux analysent le double discours des différents acteurs, qu'il s'agisse des pays producteurs de pétrole, gaz et minerais, des pays au sein desquels les entreprises sont enregistrées ou encore les entreprises elles-mêmes. Ces acteurs affirment vouloir lutter contre les flux financiers illicites, mais en réalité, ils souhaitent le statu quo et voire dans certains cas limitent au maximum les efforts entrepris. Et j'aimerais ici partager avec vous un exemple qui m'a surpris pendant mes recherches. C'est le sort qui a été réservé au reporting pays par pays public. Je pense que Anticor, One et Oxfam s'en souviennent. Cette mesure, en fait, vise à lutter contre l'évitement fiscal. Elle a été votée par l'Assemblée nationale le 15 décembre 2015. Et à ce moment-là, moi, j'ai été surprise parce que j'ai pu constater que ce vote ne fut pas le vote final. Une suspension d'audience a été demandée par le représentant du gouvernement, un amendement a été déposé et un second vote a eu lieu qui a cette fois conduit les députés à rejeter le reporting pays par pays public qu'ils avaient voté l'heure précédente. Si ce jeu avec le droit est inévitable et fait partie intégrante de la vie des normes, il ne faut pas renoncer, mais au contraire, œuvrer à limiter les possibilités de manipulation, contournement et détournement des règles. Et ici, j'aimerais, ça a été déjà souligné, mais j'aimerais à nouveau le souligner ici, à quel point le travail entrepris par les journalistes et médias d'investigation, les lanceurs d'alerte ou encore les organisations de la société civile et les mouvements de citoyens est crucial pour pouvoir lutter contre les flux financiers illicites. C'est grâce à leur action et à leur mobilisation que l'on peut espérer changer les pratiques. Et cet engagement est d'autant plus courageux, et on l'a dit, on l'a rappelé, qu'il doit faire face à de nombreuses pressions et menaces, mais aussi intimidations judiciaires qui visent à les faire taire. Et malheureusement, le milieu universitaire et de la recherche n'est pas non plus épargné par ces poursuites judiciaires. Et j'aimerais ici mentionner le cas d'un collègue, professeur de droit, qui a publié dans une revue juridique un commentaire d'une décision rendue par le tribunal correctionnel de Paris et qui a été poursuivi en justice. Or, pour ceux qui ne sont pas juristes, qui n'ont pas fait d'études de droit, un commentaire d'une décision de justice ou un commentaire d'arrêt, c'est un exercice classique pour tout étudiant en droit ou professeur de droit. C'est l'une des premières choses qu'on apprend à faire quand on rentre à la fac de droit. Et donc, pour avoir commenté cette décision du tribunal correctionnel de Paris, c'est-à-dire simplement avoir fait son travail, il a été poursuivi par l'entreprise pour diffamation, entreprise qui avait été condamnée par le tribunal correctionnel de Paris. Certes, cet universitaire a été relaxé, mais ces attaques ont un impact conséquent. Elles peuvent conduire à l'autocensure des chercheurs et par là même nuire à la qualité du travail et à l'accès à la vérité. J'ai moi-même été confrontée à ces questions. Je ne me suis pas censurée, mais j'ai dû me poser ces questions en travaillant sur un sujet aussi sensible et dans un secteur économique stratégique. Pour ce faire, j'ai travaillé que sur des affaires qui étaient publiques et j'ai fait extrêmement attention à la manière dont laquelle j'ai rédigé ma thèse. C'est aussi une des raisons pour laquelle elle n'est pas encore disponible. Je voudrais pour terminer de nouveau remercier Anticor pour cette distinction. Je voudrais ajouter que les flux financiers illicites étant par nature dissimulés, le travail d'organisation comme Anticor est crucial, car il permet de soulever une partie du voile, ouvrant ainsi la possibilité de faire évoluer les pratiques. Je vous remercie pour votre attention.